En Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed, candidat à la présidentielle, a déjà lancé sa campagne ce lundi à Tunis. Il a présenté son programme électoral qui vise à rendre la Tunisie et sa sécurité plus fortes. En visite en RDC, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a réaffirmé ce lundi l'engagement des Nations Unies à aider le peuple congolais. On en parle également dans cette édition. Et puis le fleuve Niger est en crue menaçant du coup les riverains. À Niamey, certaines maisons, rizières et jardins sont déjà dans l'eau. Les populations s'organisent pour sauver ce qui peut encore l'être dans un désarroi total. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Burkina Faso, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les cerveaux du coup d'État manqué de 2015, ont été condamnés ce lundi par le tribunal militaire de Ouagadougou. Gilbert Diendéré, ancien bras droit de l'ex-président Blaise Compaoré, a été reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État et de meurtre et condamné à 20 ans de prison ferme. Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, a lui été reconnu coupable de trahison et condamné à 10 ans d'emprisonnement. Il faut dire que la dizaine de militaires membres du commando qui avaient arrêté les membres du gouvernement de transition pendant le coup de force raté ont aussi été condamnés. En Tunisie, la campagne électorale pour la présidentielle anticipée du 15 septembre prochain a officiellement démarré ce lundi sur le territoire tunisien. Une période durant laquelle les 26 candidats en lice et leurs partisans iront à l'assaut des électorats. Cette campagne prendra fin le 13 septembre prochain. Voici les images. Les 26 candidats à la présidentielle anticipée du 15 septembre prochain ont 12 jours à compter de ce lundi pour convaincre les 7,15 millions d'électeurs tunisiens. La lutte contre le chômage qui dépasse les 15% et les moyens pour faire baisser l'inflation qui oscille entre 6 et 7% après avoir atteint 7,5% l'an dernier figure au cœur des préoccupations affichées par de nombreux prétendants. Parmi le million de nouveaux inscrits sur la liste électorale, figurent 70% d'électeurs de moins de 25 ans, ce qui placera logiquement l'attention et les aides à la jeunesse parmi les priorités des candidats à la fonction suprême. Le choix des électeurs est rendu particulièrement difficile par la très courte période de campagne officielle et par le fait que plusieurs candidats de poids n'affichent pas une différence sur le fond. La campagne sera également ponctuée par des meetings organisés par les candidats dans les différentes régions du pays, ainsi que par des apparitions médiatiques et des débats, tout en respectant l'équité en termes de temps de parole imparti à chaque postulant qui brigue un quinquennat présidentiel. Le scrutin se déroule les 13, 14 et 15 septembre à l'étranger. Si aucun candidat n'obtient la majorité au premier tour, un deuxième sera organisé. La campagne en prévision du second tour débute au lendemain de la proclamation officielle des résultats du premier tour. Aussitôt après le top donné, le candidat du mouvement Taïa Tounes et chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a déjà lancé sa campagne pour les élections présidentielles. C'était ce lundi à Tunis où il a présenté son programme électoral qui vise à rendre la Tunisie et sa sécurité plus fortes. On l'écoute. Aujourd'hui, un rêve nous unit, un rêve pour la Tunisie qui est celui d'une Tunisie plus forte. Parce que quand votre pays est plus fort, votre sécurité sera justement plus forte et vous serez rassurés quant à votre sécurité et celle de vos enfants. Concernant la situation en Libye, il nous faut parler avec nos frères libyens et leur expliquer que la sécurité de la Tunisie et celle de la Libye sont liées, que d'un point de vue économique, nous sommes liés. On a beaucoup de complémentarité, on ne peut plus rester dans cette situation. Le droit des femmes est au cœur de notre projet sociétal tunisien. C'est notre fierté et on est fiers de ça. Moi, je suis fier d'appartenir à un État où la femme a une présence, une existence, où elle dirige.
faut le gérer. Il faut être audacieux avec l'Union européenne pour qu'on pose ce problème avec beaucoup de réalisme. Lutter contre la migration clandestine ne consiste pas uniquement à nous aider avec 4 vedettes et quelques moyens pour les sauver. Non, il faut un vrai projet de migration concerté. En visite en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé ce lundi l'engagement des Nations Unies à aider le peuple congolais. Il a indiqué que les efforts seront redoublés pour assurer une coopération efficace entre le gouvernement congolais et la MONUSCO à l'issue d'une rencontre avec le président Félix Tshisekedi. Au 3e jour de sa visite, Antonio Guterres a lancé un appel à la communauté internationale tout entière pour s'unir et appuyer le peuple congolais. Le patron de l'ONU n'a fait aucune annonce précise, à part l'organisation avec le gouvernement congolais d'une conférence sur l'épidémie d'Ebola et la santé au mois de novembre prochain, probablement à Goma, dans l'est du pays. Je vous propose à présent de suivre un extrait de la déclaration du secrétaire général de l'ONU. Mais pour le moment, nous restons engagés avec la République démocratique du Congo et je dois dire d'une façon très claire, les Nations Unies n'abandonneront pas le peuple congolais. Mon énorme satisfaction, nous avons eu un débat très constructif avec Monsieur le Président de la République et je suis sûr que dans le cadre de la révision stratégique de la MONUSCO, le Conseil de sécurité décidera quelques ajustements qui puissent améliorer la MONUSCO et sa coopération avec le gouvernement congolais. Nous sommes convenus que la MONUSCO va renforcer sa capacité d'action vis-à-vis l'ADF et va renforcer aussi sa coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux préoccupations sécuritaires des populations face à cette menace qui est non seulement congolaise, c'est vraiment déjà une menace internationale. Autre actualité dans cette édition, au Niger, un collectif de syndicats d'enseignants dont les salaires des militants sont domiciliés auprès de la Poste dénonce certaines pratiques. Il demande à l'État de ne plus virer les salaires au niveau de cette institution. Des précisions avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Niger Poste, Niger Poste, nous ne voulons pas. L'oligarchie, l'unité syndicale, vive. Cri de colère des enseignants regroupés au sein d'un collectif de plusieurs syndicats du secteur de l'éducation. Ils ont décidé de donner de la voix pour dénoncer ce qu'ils qualifient de mauvaises pratiques de Niger Post, une institution où leurs salaires sont virés sur imposition de l'État. Tirant le bilan de plusieurs mois d'expérience depuis qu'ils sont logés à Niger Post, les enseignants disent que cela suffit. Au retard de paiement des salaires s'ajoutent selon eux des coupures jugées fantaisistes sans aucune règle. Force est de constater qu'après 10 mois, nous sommes loin, très loin des objectifs assignés à ce calamiteux et scandaleux transfert du paiement des enseignants contractuels à Niger Post. En effet, pour le paiement à terme échu des pécules de contractuels recherchés, la bourgeoisie au pouvoir demeure incapable d'honorer un tel objectif. Comme l'atteste le retard dans le paiement des pécules pour les camarades de Maradi et de Zander qui attendent à la date d'aujourd'hui celui du mois de juillet 2019. Face à cette situation et au mépris des responsables de Niger Post, le collectif appelle ses militants à fermer leurs comptes et quitter Niger Post. À l'État d'arrêter de virer les salaires des enseignants à Niger Post. Nous, syndicats signataires de la présente déclaration, exigeant des autorités de la 7e République l'annulation de la décision unilatérale de Niger Post de forcer les enseignants contractuels à épargner 3 000 francs à partir du mois d'août 2019. Le retrait sans condition de Niger Post de tous les enseignants contractuels du secteur de l'éducation afin de leur permettre d'adhérer aux institutions financières de leur choix. Au terme de leur sortie, les enseignants ont affiché leur détermination à mettre fin à la pratique qu'ils ont dénoncée au risque d'engager des mouvements à quelques semaines de la rentrée scolaire. Le fleuve Niger est en crue, menaçant du coup les riverains. À Niamey, certaines maisons, rizières et jardins sont dans l'eau. Les populations s'organisent pour sauver ce qui peut encore l'être dans un désarroi total. Abdul Karim Mahamadou.
La cote d'alerte a dépassé depuis plusieurs jours le niveau d'alerte, ont averti les techniciens de l'autorité du bassin du Niger qui ont alerté les autorités afin que des mesures soient prises pour éviter la catastrophe. Sur les rives du fleuve, la menace est réelle. Les populations ont les pieds dans l'eau. Pour certains, c'est du jamais vu et le pire est à venir si rien n'est fait. En attendant, ils s'activent avec des moyens de fortune pour se protéger. Ça dérange nos jours et nos nuits. Vous l'avez constaté, nous sommes là-dessus depuis 3 jours en train de bricoler, de faire ce que nous pouvons faire pour limiter les dégâts. Mais c'est que la menace est réelle d'inondation. Nos habitations et tout ce que nos investissements risquent d'être noyés par cette crue qui est une crue exceptionnelle, il faut le dire. Les autorités régionales de Niamey ont sonné l'alerte et demandé aux riverains de prendre des dispositions pour quitter les rives du fleuve au risque d'être inondés avec de graves conséquences. Pas question de quitter leurs terres, renchérissent certains riverains. Si quelqu'un doit prendre des dispositions, c'est l'État. À croire qu'une catastrophe ferait les affaires de certains qui veulent ameuter la communauté internationale pour demander de l'aide au profit des sinistrés, estime ce riverain. Jusque-là, vraiment, on n'a pas vu vraiment des mesures qui ont été prises face à cela. Donc, moi, je dirais qu'il y a vraiment un manque de volonté au niveau de l'État, de l'irresponsabilité. Donc, je ne sais pas que le fait de faire des sinistrés, ça profite à certaines têtes ou pas. Mais en tout cas, c'est mon avis. Face à la vitesse et à la pression de l'eau, la digue construite pour sauver les riverains et qui n'a pas encore été réceptionnée commence déjà à céder, menaçant les maisons, jardins et rizières. Les techniciens du 5e arrondissement de la ville de Niamey tentent de colmater la partie qui a cédé. On est en train de travailler avec les techniciens. Nous, on apporte un soutien en fait aux techniciens qui vraiment nous ont demandé un soutien rapide. Parce que le temps qu'eux aussi puissent mobiliser tout ce qu'ils ont, ça va nous prendre du temps et vraiment c'est très urgent. Donc ils nous ont conseillé d'utiliser un peu d'argile pour pouvoir contenir l'eau et après de mettre de la latérite en fait. Parce qu'il y a un trou qui est en bas. La digue a été vraiment construite vraiment sur le fleuve. Donc vraiment, on pense qu'avec un peu d'argile et un peu de latérite, ça peut au moins contenir un peu ces choses avant que nous trouvons une solution vraiment définitive. Depuis quelques jours, le Niger enregistre de fortes pluies. Dans certaines localités du pays, ces pluies ont causé des inondations avec plusieurs maisons effondrées et des pertes en vies humaines. Un tribunal arbitral de Londres a condamné l'État nigérian à verser 9,6 milliards de dollars de dédommagement à la société britannique Process and Industrial Development. La sentence donne également à la société d'ingénierie et de production gazière la possibilité de saisir des actifs internationaux du Nigeria. Abdoulaye Issa. La décision d'un tribunal britannique dans cette affaire de contrat prétendument conclue en 2010 entre le ministère fédéral des ressources pétrolières au Nigeria et la société PID met très mal à l'aise le pouvoir d'Abuja. Le gouvernement fédéral a démenti l'allégation selon laquelle il n'avait pas défendu diligemment l'affaire, ce qui a conduit à l'octroi d'une dette judiciaire de 9,6 milliards de dollars à son encontre pour un contrat de gaz bâclé. Le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, Lai Mohamed, a déclaré au gouvernement qu'il était invité au programme de la Nigerian Television Authority NTA, l'émission intitulée Good Morning Nadia, suivie par l'agence de presse nigériane à Abuja. Il a dit que l'insinuation dans certains milieux que le gouvernement n'avait pas défendu le cas à la fois devant l'arbitrage et devant les tribunaux était fausse et injuste. Dans un jugement pour rappel, un tribunal britannique avait autorisé une société irlandaise d'ingénierie et de gestion de projets, Process and Industrial Development, à saisir 9,6 milliards de dollars d'actifs nigérians sur le contrat échoué. La décision du tribunal était la conséquence du contrat prétendument conclu en 2010 entre le ministère fédéral des Ressources et cette société, et la décision rendue en juillet 2015 par un groupe spécial d'arbitrage siégeant à Londres en faveur de la société. Ce n'est pas vrai que nous ne l'ayons pas défendu ou que nous ne soyons pas représentés, a déclaré le ministre. Il a ajouté que le gouvernement fédéral avait réussi à faire annuler la sentence par la Haute Cour fédérale de Lagos, mais que le tribunal avait ignoré cette décision. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.